on va passer en chirurgie bariatrique avec Jean-François Lopez de La Rochelle, qui va nous parler des problèmes de sinistralité en chirurgie bariatrique et du coup, l'intérêt d'avoir des centres d'excellence et de l'exemple nord-américain. Merci. Monsieur le Président, mes chers confrères, je vous remercie de cette invitation et je vais vous parler de chirurgie bariatrique, de sinistralité et de centre d'excellence au travers de l'expérience américaine. Alors, je ne sais pas s'il faut le signaler, mais c'est un conflit d'intérêt, puisqu'il faut le faire absolument. Je suis chirurgien conseil au cabinet branché et je suis en charge au niveau national de la chirurgie bariatrique. C'est une information qui n'est pas très intéressante, mais l'intérêt, c'est que le cabinet branché est une filiale de la société américaine MedPro, qui est le plus gros assureur médical américain, qui assure 240 000 professionnels de santé, dont 40 000 médecins et 25 000 chirurgiens. Avec un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars par an, vous voyez l'ampleur de cette entreprise, qui est quand même pas unique, mais qui est quand même le grand leader dans ce domaine, et qui m'a permis d'avoir un certain nombre d'informations que je vais vous donner là ce soir, et qui peuvent nous permettre de réfléchir à comment les choses sont organisées en France. Alors, ce type de travail se heurte immédiatement à des difficultés méthodologiques qui ne sont pas négligeables, parce que d'une part, les publications à ce sujet sont peu importantes, peu fréquentes, et surtout l'origine des documents sur lesquels elles sont basées sont très variables. Il y a des documents d'origine médicaux, il y a des documents d'origine médicale, excusez-moi, il y a des documents d'origine légale, dans des registres qui colligent les sinistres d'origine médicale, et il y a des documents d'origine assurantielle. Et tout ça tous ces documents ne sont pas basés sur les mêmes critères et donc sont difficilement comparables. D'autre part, comme vous le savez probablement, la chirurgie bariatrique est une chirurgie qui est très évolutive et ces dernières années, les interventions qui ont été proposées aux patients ont varié dans la fréquence de leur application, ce qui fait que quand on collige des cas sur 5 ou 10 ans, on ne s'adresse plus aux mêmes populations de chirurgie réalisées, ce qui ne facilite pas les choses. Il y a plusieurs compagnies d'assurance, donc l'information est disséminée. La qualité en chirurgie bariatrique est une notion éminemment discutable, puisque dans tous les cas dont je vais vous parler, on ne parle ici que des complications post-opératoires immédiates à 30 jours, alors qu'il faudrait parler de la préparation des malades et surtout de leur suivi et de leur qualité de vie en post-opératoire, puisqu'il s'agit aussi d'une chirurgie fonctionnelle, et donc de réduire la qualité de la chirurgie bariatrique à la morbidité post-opératoire immédiate est extrêmement réducteur. Enfin, je voudrais insister sur le fait que la sinistralité, qui est un concept d'assureur, est une notion qui est différente de la morbidité. Et vous allez voir que tout au long de mon exposé, ces deux notions vont se recouper, mais ne se recoupent quand même pas complètement. Alors, les États-Unis sont bien connus pour leur propension à l'obésité. C'est intéressant de voir qu'on a 19,5% d'obèses, c'est-à-dire avec un IMC supérieur à 30, comme moyenne de l'OCDE, des pays développés, que la France a un taux à 15,3%, donc elle est finalement pas trop mal placée, et que les États-Unis sont à 38,2%, c'est-à-dire au double de la moyenne de l'OCDE, ce qui est considérable. Ce pourcentage d'obèses aux États-Unis est en constante augmentation. On voit bien que même ces dernières années, la vague d'États qui sont passés du jaune à l'oranger, puis au rouge, et même au violet maintenant, a augmenté. Il semblerait qu'au début 2018, la tendance se calme un peu, mais on n'a pas encore les chiffres complets. Et en tout cas, on voit bien que c'est un problème majeur, puisque dans les États en violet, vous avez plus de 35% de la population qui a un IMC supérieur à 30, c'est catastrophique. J'attire votre attention sur le fait que la Californie, qui était le pays de la santé et du bien-être, est en train de virer sévèrement, que le
Texas est un État extrêmement touché et que le Nebraska est lui aussi passé de l'orange éclair au rouge. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors, le nombre de chirurgies bariatriques étudiées sur une période de 8 ans est passé, je vous épargne tous ces chiffres, mais je voudrais juste faire ressortir les plus importants. En 2011, 158 000 interventions, en 2017, 228 000. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que les sleeve gastrectomies, qui représentaient 17% des interventions, sont passées à presque 60%, et que le bypass, qui était l'intervention standard, surtout aux États-Unis, qui était à 36%, est descendu à 17%, avec un effondrement quasi complet de la pratique des bandings, puisqu'on est plus qu'à presque de 77%. Donc, difficulté de comparer ces activités sur le long terme, puisqu'elles sont en perpétuel changement, et il faut le remarquer, sans qu'on ait de raison très précise de faire ces changements. Alors ce marché de la chirurgie bariatrique attire évidemment les avocats américains comme les abeilles sur le miel, et vous voyez, et c'est ça que je voulais souligner, que les avocats n'hésitent pas à vous solliciter 24 heures sur 24 en téléphonant gratuitement ou en remplissant une fiche, soit par Internet, soit par la poste, qui est toujours gratuite. Donc il y a vraiment des mesures qui sont de démarchage publicitaire et qui peuvent expliquer les mœurs médicales et assurantielles de ce pays, qui sont quand même pas encore les mœurs actuelles en France et en Europe. Dans une revue, dans la revue Journal of Gastrointestinal Surgery de 2016, il y a une étude qui porte sur 140 cas traités, 140 dossiers clos, et qui montre bien que le principal accusé dans cette affaire, c'est le chirurgien digestif, donc 92% des cas, ce qui est exactement la même chose en France. Quoi qu'il arrive, en chirurgie bariatrique, c'est le chirurgien qui est directement ou indirectement responsable de ce qui se passe, même quand ça sort de son domaine de compétence, et on le condamne au titre de la mauvaise organisation de son réseau. Voilà. Donc, il faut le savoir. Deuxièmement, toujours dans la même étude, on constate qu'un État comme la Californie, qui a à peu près 40 millions d'habitants, a beaucoup plus de dossiers que le Texas, où il y a 30 millions d'habitants, et donc la proportion n'est absolument pas respectée. Donc on peut se poser la question de savoir si les mœurs californiennes poussent plus à l'attaque des chirurgiens, s'il y a un culte du corps plus important, enfin. Il y a un problème qu'on retrouve d'ailleurs en France, puisque on sait que sur le pourtour méditerranéen en France, la fréquence de la chirurgie bariatrique est très importante, alors même que l'obésité n'est pas la plus importante dans cette région. Et ceci n'est pas confirmé dans d'autres types de chirurgie qui sont dans les mêmes standards que les standards nationaux. Donc, on peut se poser la question de savoir si la demande des malades n'est pas supérieure dans des zones qui pourraient être culturellement un petit peu différentes. Venant de la société MedPro, il est intéressant de constater que 56% des sinistres qui sont traités proviennent de ce qu'on appelle la réalisation de la chirurgie. Et chez eux, ça inclut deux choses. D'une part, les problèmes péropératoires, les problèmes purement techniques d'intervention, mais aussi la prise en charge post-opératoire. Et là, il y a beaucoup à dire, on va y revenir dans un instant. Et deuxièmement, dans un tiers des cas, la prise en charge globale du patient, et notamment le suivi post-opératoire. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, du fait de la pression des assureurs, ce qu'on appelle en France la PAC, et qui implique des sorties de patients très rapides, fait qu'une certaine proportion de la chirurgie est faite en ambulatoire, et que l'obsession des assureurs, c'est de voir les malades sortir sans qu'il y ait une
prise en charge en aval avec des malades qui ont des fistules, des hémorragies, etc. à la maison et qui ne reviennent que trop tard. En France, on constate que le comportement professionnel est jugé satisfaisant en chirurgie bariatrique dans à peu près 80% des cas. Donc c'est quand même un chiffre qui est intéressant à retenir, mais qui dépend de critères qui sont évidemment différents des critères américains. Alors, quels sont les facteurs de risque? Ça c'est très intéressant parce que presque 80% des cas relèvent de l'habileté technique, de la procédure qui a été choisie, de la façon de la réaliser, et donc dépendent directement du chirurgien. Dans les 2/3 des cas, le jugement clinique, c'est-à-dire la décision de réopérer, la décision de prendre en charge le malade d'une façon ou d'une autre, est mise en cause. Et là, on s'aperçoit déjà que toutes ces caractéristiques du jugement clinique relèvent plus de la personnalité du chirurgien, de sa formation, mais ne relèvent que rarement de ce qui est enseigné dans les congrès. Dans les congrès, on nous apprend l'habileté technique, on nous apprend les résultats, mais on nous apprend peu les critères de jugement, les critères de réintervention à titre personnel, et il y a certainement quelque chose à creuser de ce côté-là. Ensuite, 28%, le behavior related, c'est le comportement du malade, donc sur lequel on n'a pas beaucoup de prise, de la même façon que les 26%, c'est des défauts dus à la clinique, notamment en termes d'infection nosocomiale, et très intéressant, il y a la communication dans un quart des cas, ou un cinquième, enfin 23%, on va dire, qui ne devrait pas exister, puisqu'en chirurgie bariatrique, il y a une préparation du malade qui est extrêmement longue, et qui donc permet d'avoir du temps pour lui expliquer ce qui va se passer, les complications, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on ne devrait plus voir et qu'on voit encore. Et 21% des cas, donc un malade sur 5, un dossier sur 5, est mal documenté et mal tracé, et les sinistres tournent mal parce qu'on n'a pas les documents qu'il faut pour pouvoir se défendre. Et là aussi, il y a un manque de rigueur qui est certain, qui existe aux États-Unis et qui existe aussi en France de façon évidente. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que je viens de vous dire, mais c'est pour vous montrer que ces statistiques sont basées sur des notions qui sont extrêmement précises. Et par exemple, je vous ferai simplement remarquer que dans les problèmes de clinique, il faut que l'établissement ou le réseau assure le suivi des patients et des résultats, puisqu'ils s'aperçoivent, comme nous-mêmes en France, qu'un certain nombre de patients sont sortis, ont eu des ordonnances, ont des examens, les examens sont faits et les résultats sont envoyés à un endroit qui n'arrive pas aux décideurs et les complications se font alors même qu'on a les éléments pour faire ce qu'il faut. Voilà. En France, en chirurgie bariatrique, l'information du patient est jugée satisfaisante dans à peu près 60% des cas. C'est un mauvais résultat parce que 40% des patients qui sont mal informés, ce n'est pas acceptable dans une chirurgie qui n'est jamais urgente et pour laquelle on a des mois et des mois de préparation pour pouvoir développer cette information. Donc là-dessus, il y a du travail à faire, c'est certain. Je ne vous inflige pas de lire toute cette documentation, je voudrais juste vous montrer l'esprit positif de nos collègues américains qui, pour chaque problème, définissent des stratégies d'amélioration et qui se font soit à travers des procédures, soit à travers des formations. Mais, comme ils disent, il y a plus de solutions que de problèmes et tout problème doit être traité en soi. Voilà. Alors, cette sinistralité aux États-Unis, dans 2/3 des cas, elle se finit en faveur du chirurgien. On est très content. Mais il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de commission de conciliation et d'indemnisation.
et que toutes les expertises se terminent au tribunal, ce qui représente un coût moyen de sinistre de 91 836 $ par sinistre, ce qui est déjà très important. En France, on est à peu près à une sinistralité qui est en faveur du chirurgien dans 75 à 80% des cas, ce qui est quand même plus intéressant pour nous, bien entendu, mais qui est très probablement dû à des facteurs de société et d'accès à la justice. Dans un tiers des cas, c'est en défaveur du chirurgien, avec un coût moyen de sinistre qui est de 293 500 $, avec un minimum de 20 000 et un maximum de 8 millions $. En France, on a un coût moyen qui se situe autour de 125 000 €, avec le dossier le plus important en cours actuellement, qui est à 2,5 millions €. Donc, c'est à mettre en perspective, sachant que ces dossiers très très lourds sont répartis sur une population de chirurgiens bariatriques qui est très petite, c'est-à-dire il y a à peu près 400 personnes en France qui font cette activité, et que donc pour répartir le coût d'un tel sinistre sur une aussi petite population, ça pose un problème assurantiel qui est très important. Aux États-Unis, 35%, donc un tiers des sinistres sont justifiés par le décès du patient, ce qui n'est absolument pas le cas en France, puisque nous on est en dessous de 5%, et là aussi c'est dû à un phénomène de société. Et alors, de façon extrêmement intéressante, 5% des interventions sont des interventions qui sont strictement non référencées. Alors ils ont utilisé un euphémisme en disant non standardisé, mais le rapporteur dit de façon un peu ironique, et des interventions dont je n'ai même jamais entendu parler, alors que c'est un expert qui parle. Tout ça a été colligé par le registre des sinistres ouverts, le registre des sinistres en chirurgie bariatrique, organisé par la Société américaine de chirurgie bariatrique. Et je trouve que c'est une excellente idée qu'une société scientifique se penche sur ce problème spécifique et organise au niveau national un registre de ce type. Alors, les caractéristiques, là aussi, pour mettre pro, mais pour les Américains en général, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait des solutions, et quand il y a des problèmes, il faut d'abord s'occuper des problèmes les plus importants. Donc, le premier problème, c'est la communication défaillante au sein de l'équipe soignante et ou de la famille. Là, on est dans la sinistralité, on n'est pas dans la morbidité. Et deuxièmement, le délai dans le diagnostic et le traitement des fistules. Et là, on est un peu dans les deux, dans la mesure où le délai il peut être dû à des problèmes techniques, il peut être dû à la peur qu'a le chirurgien de poser un diagnostic qui va nécessiter une réintervention qui est souvent compliquée, et il y a très certainement plusieurs pistes d'amélioration dans ce domaine. Après, il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup moins fréquents et moins importants, mais les deux premiers problèmes sont la communication et les délais à traiter. Alors, pour faire face à tout ça, les différentes sociétés savantes, et notamment la Société américaine de chirurgie bariatrique, ont produit pendant ces dernières années une quantité de recommandations. Donc, il y a les recommandations pour la nutrition avant et après l'intervention, pour l'accréditation des chirurgiens bariatriques. Les psychiatres ont fait aussi leurs propres recommandations. On a fait des recommandations pour standardiser comment définir les complications post-opératoires. Et à force d'additionner toutes ces recommandations, la société américaine a abouti à un manuel standardisé pour accréditer les centres, puisque à force de faire des recommandations, tous ceux qui appliquent ces recommandations, il faut bien qu'ils aient une reconnaissance. Et ce manuel, qui fait quand même 63 pages, donc c'est quand même pas rien, peut être mis en place pour la modique somme de 6 400 € par an, qu'il faut d'ailleurs payer en avance si on veut rentrer dans le système et qu'il faut renouveler chaque année. C'est pas négligeable non plus. Et ce processus d'accréditation,
il a plusieurs... les services, ils ont des caractéristiques. Il y a on-site survey, c'est-à-dire qu'il faut que l'équipe qui est accréditée, elle doit recevoir la visite sur le site d'un chirurgien accréditeur. Elle doit donner ses résultats en ligne et en temps réel, et elle doit faire l'objet d'un rapport qui est biannuel sur les risques et les complications. Donc, je ne vous parle pas du reste, mais il y a des caractéristiques qui sont très particulières, très importantes, et qui laissent un peu rêveur quand on sait comment ça peut se passer. Voilà. Alors, évidemment, les sociétés s'en sont emparées, mais aussi les assureurs. Donc il y a la Zurich North America, il y a la Bariatrics Today, et puis Medical Pro, qui a fait un listing qui tient en 6 pages, où on a tous les éléments qui permettent à un médecin accréditeur de vérifier ce qui se passe. Alors, je ne vais pas vous passer les 6 pages, bien entendu. Soit il répond oui, non. S'il y a des commentaires, il les fait, et à la fin, on voit ce qu'il faut décider. Vous voyez qu'il y a une observation directe des interventions faites par un chirurgien qui vient sur place. Je rejoins ce que la communication précédente en disant que là aussi, il faut qu'il y ait un programme de formation qui se fait soit de façon didactique, soit sur des cadavres, mais ça pourrait très bien être de la simulation. Et je souligne cet aspect très américain, mais qui est très important, parce qu'on a remarqué en France aussi que ça jouait. Quand les chirurgiens qui font le marketing et la publicité de leur activité, je vous laisse réfléchir à ça, ne doivent pas donner de garantie sur la perte de poids et sur les suites, et doivent éviter que leur information utilise des superlatifs. Ça fait un peu sourire, mais quand on se retrouve en expertise dans ces situations, ça fait beaucoup moins sourire. Alors, plusieurs études ont essayé de voir la validité de ces centres d'excellence. Entre 2008 et 2015, 18 000 et quelques patients au Canada ont été analysés, et on voit bien que le volume opératoire et le fait que ça se soit passé dans des hôpitaux d'enseignement a permis une diminution de la morbidité, mais que l'accréditation de ces hôpitaux n'avait pas d'effet sur la morbidité. C'est une étude publiée dans Surgery Endoscopy. Entre 2013 et 2014, dans le Michigan, 40 hôpitaux qui sont déjà accrédités vérifient la morbidité de leur sleeve gastrectomie, s'aperçoivent que le volume opératoire n'est pas significatif et qu'il y a une variation de 1 à 3 dans la morbidité, alors que tous les hôpitaux sont accrédités, ce qui relativise la valeur de l'accréditation. Revue Surgery. Et puis il y a pire encore, entre 2010 et 2013, 145 527 patients aux États-Unis, 88% de centres accrédités, une variation de 1 à 17 selon les centres et de 1 à 9,5 selon les États, avec le Nebraska dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le dernier de la chaîne, avec 10,3% de complications, ce qui montre qu'on peut bien être dans un État où il y a une forte proportion d'obèses, donc un grand recrutement de patients. Si on ne met pas certaines mesures en place, ce n'est pas le nombre de malades opérés qui va améliorer la qualité de façon spontanée. Ce qui est très important dans la conclusion de cet article, qui est paru quand même dans JAMA Surge, c'est que les éléments structurants objectifs, c'est-à-dire le matériel spécifique, les équipes, même le nombre d'interventions minimum par an, sont faiblement reliés aux résultats du centre, ce qui veut dire que le problème n'est pas que dans l'accréditation des centres. Alors, le contrôle de la morbidité passe par la définition de centre d'excellence. Je ne conteste absolument pas ça, et je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis contre les centres d'excellence, mais les critères techniques qui sont demandés doivent être complétés par des critères organisationnels et par des critères humains. Les critères organisationnels, il faut qu'ils soient très précis et très tracés, et les critères humains, je pense, manquent énormément dans la formation des chirurgiens et des jeunes chirurgiens, et notamment la connaissance de personnel qu'on peut avoir soi-même de la prise de décision en situation difficile. La sinistralité en chirurgie bariatrique peut et doit être contenue, et elle doit être contenue si on ne veut pas arriver à ce qui se passe aujourd'hui à New York,
ou la Medicaid, qui est la forme américaine de la sécurité sociale dans certaines conditions. Sur 25 hôpitaux de New York qui font de la chirurgie bariatrique, on a sélectionné 5 où ces assurés peuvent aller se faire opérer et elle leur interdit, enfin en tout cas elle ne les rembourse pas s'ils vont se faire opérer dans les 20 autres, au motif qu'il y a des variations importantes dans le suivi et dans les réadmissions dans ces autres hôpitaux. On sait que ce qui se passe d'un côté de l'Atlantique parfois peut arriver chez nous avec un petit délai et je vous laisse réfléchir à ça. Je terminerai par 3 propositions. Je pense que le diplôme interuniversitaire de chirurgie bariatrique, qui est une très belle réussite de la SOFCO, mériterait, justifierait qu'on développe plus l'aspect assurantiel et médico-légal de cette activité et que sur 2 années où il y a 3 formations à chaque fois, on puisse y consacrer une journée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ça me paraît important. Deuxièmement, les centres d'excellence tels qu'ils sont proposés par la SOFCO aujourd'hui et qui sont à peu près une 50aine en France, c'est une démarche qui est indispensable mais qui n'est pas suffisante et il n'y a pas aujourd'hui ni de visite sur site ni de coaching qui est proposé par la SOFCO. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait et qui serait certainement très intéressant en termes de contact et de progression des chirurgiens. Et je pense qu'un registre national des sinistres en chirurgie bariatrique pourrait tout à fait trouver sa place en France dans le cadre de l'accréditation des chirurgiens, par exemple. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Excellent exposé, faisant un tour complet de cette question très complexe qui soulève des problèmes essentiellement humains, tu l'as dit, auprès des patients, humains, tu l'as dit, auprès des équipes, et humains auprès des chirurgiens. Tu insistes beaucoup sur, et sans donner les moyens de le faire, sur la qualité de l'appréciation de la personnalité du chirurgien dans son comportement et dans ses décisions. L'heure tourne, nous sommes désolés, nous avons une séance extrêmement fournie et nous ne faisons pas de questions. Tu as fait un tour très complet. Nous passons à la présentation suivante, qui est celle de Jean Benoît, qui est professeur de urologie et chef de service à la Pitié Salpêtrière et qui va nous parler d'une étude morphologique des nerfs de l'érection par la dissection assistée par ordinateur. Qui a des toupos à la fois anatomique et chirurgicale. La dissection anatomique assistée par ordinateur, on va parler d'érection, c'est celui qui connaît tous à peu près. Alors, la technique de DAO, Tu devrais parler devant le micro là. la technique de DAO est faite chez nous sur des fœtus humains qui sont abandonnés par les parents après contrôle de l'ADN qui donne des autorisations très ciblées. Concrètement, on a un fœtus qu'on va pouvoir couper et mettre ces pièces sous forme de mécanisme. Excusez-moi. J'arrive. Donc on va faire. Donc on travaille sur des fœtus humains à autorisation parentale de l'ABM. Les pièces qu'on va utiliser vont être prises dans des méga cassettes, sur des méga labs, de façon de mettre sur la même cassette toute la partie horizontale de votre sujet. Et puis on va faire des colorations répétées de façon à identifier tous les types de nerfs qui nous intéressent. Sur la partie, ici vous voyez pareil, une coupe de nerfs avec une partie ronde et une partie allongée. Ceci va être un nerf descendant, ceci va être un nerf horizontal, qui a en l'occurrence à la fois du sympathique, du parasympathique et du somatique. On va donc faire une étude immunohistologique et immunohistochimique. Et on va servir de coloration type qui sont l'HES, la kidneys pour voir le muscle lisse, le PSA qui va mesurer tous les nerfs, la TH et la tyrosine hydroxylase qui va vous repérer les nerfs sympathiques, VAC, l'acétylcholine qui va repérer les nerfs parasympathiques, NOUS qui va repérer les nerfs qu'on va appeler proérectiles, c'est le nerf vasodilatateurs, et puis PPM22 qui est sur les nerfs somatiques. Donc ça, c'est très rapidement la DAO. Et puis, je vais dire maintenant 2 mots sur l'érection. L'érection, c'est un mécanisme neurovasculaire qui est dû à la fois au sympathique et au parasympathique. Le parasympathique relâche le tissu érectile pour faciliter le remplissage des corps caverneux,
et ceci est dépendant du NO, de l'unité toxale. Et puis le sympathique de son côté ferme les artères de la région, au profit des artères des cœurs érectiles qui dilatent. Alors cette photo, vous la connaissez sûrement tous, elle a été prise de laboratoire d'anatomie dans la partie du musée, et c'est vraiment malheureux parce que ceci était fermé, et cette pièce est en érection depuis 1880. Les auteurs avaient mis de la cire liquide doucement réchauffée pour gonfler les portes érectiles, et puis ils vendent toujours. Ah, quand on veut parler, excusez-moi, quand on veut parler de l'organisation du système nerveux central et de l'érection, grosso modo, vous avez des stimuli qui vont activer le cortex. Ce cortex va contrôler le cerveau de la vie végétative qui est l'hypothalamus qui est en dessous, lequel va envoyer des informations par les nerfs ou par les hormones vers la moelle. Dans la moelle, il y a le sympathique, il y en a à tous les niveaux, tous les métamères ont des sympathiques. Il y a le parasympathique qui est à la fois dans le tronc cérébral et dans un centre médulaire qui est le centre sacré, S1, S2, S3, S4. Et c'est ce point qui va être discuté. Alors vous avez ici, sur cette plaque, une reconstruction où vous avez ici la horte avec la bifurcation, ici vous avez le pôle inférieur des reins, et en vert vous avez le système sympathique, et en mauve vous avez le système parasympathique. Mais en fait, c'est pas très facile d'évaluer les choses comme cela, et je vais vous montrer qu'on peut disséquer progressivement ces éléments en les retirant ou en les rajoutant comme on veut. Alors qu'est-ce que c'est que le plexus hypogastrique pour un chirurgien, pour nous? C'est une aorte, par exemple, qui se bifurque ici, et vous voyez ces éléments qui sont devant l'artère iliaque commune, ce sont des éléments du plexus hypogastrique. Mais en fait, le plexus hypogastrique, il peut être devant, derrière, à droite, à gauche de ces artères iliaques. Là, c'est une forme très importante sur la face antérieure. Ces nerfs sont à la fois sympathiques et parasympathiques. On dit souvent qu'ils sont sympathiques, ils ne sont pas que sympathiques, ils sont sympathiques et parasympathiques. Alors, quels sont les nerfs qui sont en danger quand on opère, quand on est urologue par exemple? Ces nerfs, on les a reconstruits ici. Vous avez ici le plexus hypogastrique inférieur. Vous avez devant le corps caverneux, l'urètre avec le spongieux, ici le plexus strié, la prostate, et derrière le rectum avec l'anus. Et ici, cette partie jaune, on va dire, dans l'angle génito-rectal, ce sont les bundles, les pellicules qui sont de chaque côté. Et l'on voit ici ces nerfs qui sont devant la prostate, ce sont eux qui vont aller vers le corps caverneux qui est ici. C'est sur ces nerfs que l'on va léser, qu'il faudrait ne pas léser ou qu'il faudrait faire repousser. Donc, on peut léser ces nerfs au niveau du plexus pelvien quand on fait un rectum, les bandelettes quand on fait une prostate, une vessie chez l'homme par exemple, et puis les corps caverneux qui sont en la terminaison ici. Ces nerfs sont mixtes. Ils sont en fait à la fois somatiques et végétatifs, et ils sont sur le plan végétatif à la fois sympathiques et parasympathiques. J'y arrive. Et donc cette photo qui est ici vous montre une coupe horizontale de reconstruction où on a ici la prostate, ici le rectum, dans les angles génito-rectaux, les bandelettes, que vous voyez ici de quel côté, puis devant la prostate, ces petits nerfs qui sont sous les veines du plexus veineux Santorini. Donc très difficile à préserver. Ce sont ces nerfs qu'il faudrait connaître avant d'opérer, avant de faire une PR, pour pouvoir éviter l'importance des troubles sexuels en post-opératoire. En démonstration de ce que l'on peut faire avec le PHI, c'est le plexus hypogastrique inférieur. On a ici 3 photos successives, avec ici tous les nerfs, le pubis, la vessie, l'urtère et le rectum, et on voit ces nerfs qui sont surtout importants dans l'angle génito-rectal. Quand on tire le sympathique, on a derrière le parasympathique qui reste. On voit que ces fibres sont les unes sur les autres, et on voit bien ici ces fibres qui vont vers la vessie, qui vont vers l'urtère et qui remontent d'ailleurs, qui sont ici dans l'angle entre le génital et le rectal, et qui vont, vous voyez ici, par exemple, caverneux. Si on veut voir les fibres qui sont spécifiquement les fibres sexuelles, qui gèrent l'érection, etc., on retire la partie qui est la partie parasympathique pure, et on a ce qui nous reste de fibres érectiles, et on voit clairement ici ces nerfs qui sont les nerfs caverneux, qui vont devenir les nerfs caverneux. Le point important, c'est qu'en fait, il y a des nerfs à tous les niveaux, et que tous les nerfs nous plus, c'est-à-dire les nerfs qui sont
c'est fait du Hainaut, eh bien ces nerfs sont à tous les niveaux et qu'il y en a donc à la fois pour l'urtère, pour la vessie et pas seulement pour les corps érectiles. En 2013, Mazen, qui était doctorant dans le labo, a commencé à reconstruire le rétropérictoile et vous voyez ici les reins, les surrénales qui sont très volumineuses sur le fœtus, l'aorte en rouge, la même cave en bleu qui est là, et on voit derrière ces éléments qui sont en vert ici, qui sont le plexus hypogastrique. Et vous voyez à ce niveau-là que les fibres se mêlent les unes aux autres, et on voit ici ces fibres en violet, mais on ne les voit pas très bien, mais on les verra mieux tout à l'heure, qui sont des fibres qui viennent de la moelle. Alors le problème, c'est que en février, Brunet a fait, lors d'un congrès d'autonomisme, pas les Bretons, autonomisme, jeu de système autonome, a fait un topo pour dire que le son sacré parasympathique, dans sa morphogénèse et son anatomie, était un mythe. C'est que le son sacré auquel vous croyez tous, en partie pour ceux qui font la neurovessie, ça n'existe pas. Et la démonstration était difficile à bloquer, donc on a repris nos coupes pour travailler et s'opposer à cette position, parce qu'en effet, qu'on enseigne aujourd'hui que le sympathique reçoit des rameaux communicants sur toute la hauteur du rachis, qu'il y a du sympathique dans toute la moelle, que le parasympathique dans le noyau, dans le plancher du ventricule, c'est-à-dire les noyaux que vous connaissez habituellement, pupillaire, salivaire sub, salivaire infé, et pneumogastrique, et qu'il y a du parasympathique dans le centre sacré. Puis entre les deux, il n'y a rien. Alors ça, c'est le traitement ventricule, on ne va pas vous le faire. Quand on prend le petit Delmas, le livre de neuroanatomie, on a ici le schéma qui le représente. On a la moelle, l'extrémité dans laquelle est le sang sacré, et on voit ici clairement qu'il a dit que les fibres sont des fibres parasympathiques qui vont vers les organes pelviens, le rectum, l'utérus, la vessie, la prostate. Ceci est un agrandissement qui vous montre la même chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de démontrer une hypothèse différente, c'est celle qui est des nerfs parasympathiques à tous les niveaux de la moelle. Et donc on a fait sur 7 fœtus, et le travail est en cours en ce moment, on a fait sur 7 fœtus des coupes et un comptage de fibres une par une, qui montre que les fibres sont en nombre identique en parasympathique et en sympathique. Il y a donc dans vos nerfs autant de fibres sympathiques que parasympathiques. Et ceci à tous les niveaux des vertèbres que l'on a étudiées. Parce que quand on fait des travaux sur des fœtus, on fait des travaux sur les fœtus, sur la partie qu'on a enlevée. Et comme on rend le corps du petit, entre guillemets, à la famille, il faut le restituer de la meilleure manière possible. Et donc on fait un prélèvement économe, on va dire. Donc on a, grosso modo, le pelvis, 3 vertèbres lombaires, et on n'a pas plus. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que sur ces différentes vertèbres, dont les vertèbres sacrées, entre guillemets, on a autant de fibres sympathiques que parasympathiques. Et quand on fait la même étude sur les fibres nous, c'est-à-dire NO, on a ici, en plus de sympathiques, sur les fibres post-ganglionnaires, 20% environ de fibres NO positives, c'est-à-dire de fibres qu'on pourrait dire pro-érectiles. Donc ça veut dire qu'il y a des fibres, entre guillemets, vasodilatatrices, de haut en bas probablement, et que ces fibres sont en nombre identique pour la partie sacrée et pour la partie lombaire. On a aussi étudié la possibilité que le nerf pneumogastrique puisse envoyer ses fibres parasympathiques vers le bas. Pour nous, le parasympathique, il va innerver les viscères jusqu'à la partie moyenne du côlon, enfin, c'est ce que j'ai vers l'arrière pour ce qui est derrière. Et on voit ici, vous voyez, c'est pas ça l'arrière. Le trou du cul, pardon. Donc on a ici les surrénales, ici le rachis, ici la veine cave, ici l'aorte, et on voit ces fibres du parasympathique qui ne vont pas jusqu'au plexus préaortique. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire une dissection anatomique devant vous, c'est qu'on va retirer les plans un par un, et en partant de cette image qui est ici, on va retirer l'aorte et la veine cave. On a donc les reins qui sont ici, les surrénales là. Ça, c'est la mésenterique inférieure qu'on a laissée parce qu'il y a des nerfs qui la suivent. Et l'on voit ici ces nerfs
de chaque côté, qui sont des nerfs très fins, qui sont des nerfs végétatifs, sympathiques et parasympathiques et nous positifs. Donc pour nous, après ce qu'on a vu, il y a des fibres dites proérectiles à tous les niveaux, à partir de L3 jusqu'à S4, c'est l'interprétation sur nos pièces. Et voilà la photo que l'on a, qui est une des dernières que je vais vous montrer. On a ici le bassin, ici ces fibres-là, c'est les fibres qui sortent par des trous sacrés. Les fibres qui sont là sortent par des trous lobaires, et on a donc ici ces différentes fibres qui vont enrichir le plexus hypoglossique supérieur et inférieur en lui apportant ces éléments végétatifs. À côté de l'anatomie, il y a aussi la clinique, le bon sens. L'anatomie vous dit, les fibres positives, il y en a à tous les niveaux, de là-haut jusqu'en bas. Très bien. On sait que le NO a été découvert il y a une cinquantaine d'années environ, lorsqu'on a vu qu'il y avait des substances qui pouvaient dilater les vaisseaux. Le Viagra que vous prenez ou vous donnez, je ne sais rien. Pardon. Empêche la destruction du GLP cyclique qui maintient la concentration de l'NO à un bon niveau. Mais ceci, c'est le NO, c'est donc bien la voie qu'on a étudiée sur le plan anatomique tout à l'heure. La clinique nous montre donc qu'il y a des arguments pour cela. Par ailleurs, il y a un réflexe spinal que les gens qui font de la neuroanatomie, de la rééducation pour les blessés médulaires, ce sont sacrés. Le cerveau spinal est le siège, le réflexe cérébro-spinaux, les réflexes spinaux, on les connaît, ils existent, donc il y a des arguments cliniques doubles. En conclusion, les racines ne sont donc pas à la moelle. C'est parce que je vois des racines quelque part qu'il y a la moelle, mais bon, c'est quand même un argument important. Le centre sacré n'existe peut-être pas, mais en tout cas, il existe une zone sacrée où se font un grand nombre de liaisons par des interneurones, et ça a été fait sur le rat dans le laboratoire. Par exemple, l'éjaculation peut se faire par une stimulation locale avec l'éjaculation alors que la moelle est coupée, et ceci inclut des éléments sympathiques et parasympathiques. Cette photo est pour nous. Elle montre quoi? Quand on fait les attentions pelviennes avec les trois compartiments, on passe sa main contre les cavités sacrées et on soulève. Et si l'on regarde des choses ici, on est donc dans un appendice. On a ici le rectum avec la lame nerveuse, excusez-moi. Ici les racines sacrées, on a ici ces nerfs, qui sont ces rameaux très fins que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas important, un peu de ligature est fait, mais c'est quand même des éléments très fins. Deuxième conclusion, les fibres nous représentent environ 20% des fibres du plexus hypoglossique supérieur, du plexus hypoglossique inférieur. Les nerfs de l'érection sont mixtes, ils sont sympathiques et parasympathiques, puisqu'il y a des actions mixtes pour dilater et pour augmenter la pression. Morphologiquement, le parasympathique est impliqué dans l'érection. Et pour nous, le parasympathique vient au moins des racines qu'on a pu étudier. Les racines des nerfs L1, L2, L3, L4, L5, L1, L2, L3, L4. Le vague ne nous paraît pas impliqué. Et on voit bien sur cette photo ces éléments qui sont des éléments parasympathiques, nous positifs. Et donc, pour le groupe, excusez-moi, le groupe qui a fait cette présentation à la Société des autonomistes, on va dire, lorsqu'ils disent lorsqu'on dit que les sympathiques et parasympathiques sont inexistants, qui sont un mythe, nous disons, il n'y a pas de mythe, le sens sacré existe bien. Ça n'a pas été publié. Ça sera publié ultérieurement. Donc c'est une présentation originale. Merci beaucoup. C'est très très intéressant, mais ce n'est pas plus rassurant pour autant quand on fait les dissections. Parce que ces nerfs sont vraiment tout petits. Je pense que si moi, c'est pas la première fois que j'entends, il faut déjà comprendre le mécanisme de l'idée de faire de l'anatomie sur les embryons. Vous avez déjà écouté tout le processus qui est extrêmement important. C'est en fait, on peut remercier toute l'équipe, si j'ai bien compris. C'est un travail qui dure depuis 10 ans, 20 ans, avec Beltode, c'est un vrai travail de très nombreuses anatomies, c'est ça. Simplement, quand Pierre Tessa s'est décédé, il a monté de la poche de
Et les uns et les autres ont travaillé, forcément des urologues, des digestifs, etc. dans la course. Et on a travaillé avec plusieurs outils, dont celui-là. C'est un travail. Le problème à chaque fois qu'on sort de ces communications, c'est que sur le plan chirurgical, on est toujours extrêmement déçus parce que j'aimerais qu'on ait les mêmes schémas péropératoires. Parce que maintenant, avec les robots en particulier, quand on a les spécialistes connaissent pas, mais avec les robots, maintenant, on voit vraiment les petites fibres. Moi qui ai vécu avec le plexus sontueux interne, je le vois. Bon, alors après, il y a toutes les. Comme disait Nobel, le problème, c'est quand on fait de la cancérologie, on est obligé. Est-ce qu'on peut. Alors, on garde de plus en plus de nerfs, on est de plus en plus content, mais on ne sait pas encore. Opératoire, savoir les sympathiques et les parasympathiques. Ce qui nous rassure, c'est que vous avez dit qu'il faut avoir les deux pour pouvoir bander correctement. Et ça, c'est plutôt. Il faut donc garder le plus de nerfs possible. Alors, tu veux peut-être faire un commentaire. Oui, parce que. Déjà, mis en cause. Déjà, pour situer l'origine géographique de Gérard Benoît, qui n'est pas de la pitié, malgré le temple urologique, mais qui est au CHU Bicêtre. Nous avons beaucoup travaillé ensemble et j'en suis ravi. Et le témoignage qu'il apporte aussi à l'image du merveilleux qui nous a formés les uns et les autres, et que pour préserver les nerfs, les couper de temps en temps, mais en sachant précisément ce qu'on cherchait à faire, en particulier dans la chirurgie de l'estomac, les lobotomies, mais aussi dans la chirurgie du rectum, cherchant à préserver les nerfs justement du passé pour éviter l'anéjaculation, complications redoutables des chirurgies coliques, même a priori simples. Voilà. Merci, bravo Gérard pour ton exposé extrêmement didactique et très... Le général avait amené beaucoup de départ quand je le retraite. Je suis complètement. Ça, depuis des années, j'allais dire, ça m'excite, ce qui est bien une chose qui a tout à fait rapport avec la présentation. Mais c'est que. Non, encore, parce que je sais que c'est un travail tout simplement que je connais dans ce laboratoire qui, à chaque fois que je suis sujet, ça me fait passionnant. Voilà. J'espère qu'on en aura une pratique clinique. J'attends avec impatience. Oui, en tout cas, merci pour cette présentation parce que tu as complètement rebattu les cartes de ce que l'on croyait être quelque chose qui était enfin acquis. Et il y a simplement un paradoxe, c'est qu'on a le sentiment que tout est dans tout, chaque fibre est bonne, et pourtant on sait que la chirurgie va très vite empêcher les érections et a fortiori l'éjaculation. En quoi tu peux expliquer? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des variations importantes d'un sujet à l'autre? Mais sur la première question, c'est vrai que toutes ces fibres qui sont bonnes, à la fois sympathiques, parasympathiques, pourquoi il y en a quand même un certain nombre qu'on va garder pendant cette chirurgie, même si on n'est pas habile? Je suis Mais pourquoi ça marche pas? Pour la première question, c'était quoi ta première question déjà? C'est si toutes ces fibres que tu nous as montrées sont mixtes. La réponse, c'est que le NO, il y a plein de formes de NO. Et la forme de NO qui sert à l'érection, c'est la NO, c'est neurale, glissée comme ça, synthèse. Et donc, le NO qui marche, je ne sais pas s'il y a des choses thoraciques ici qui font du poumon, etc. Quand tu as une hypertension pulmonaire et que tu fais une douleur poumon, etc., il faut que tu donnes du NO pour lever les résistances périphériques pour que le cœur puisse travailler correctement. Donc, il y a plusieurs formes de NO. Et donc, le NO qui marche pour bander, ce n'est pas le NO qui marche pour respirer. Heureusement pour moi. Merci beaucoup, Jean.